D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Latifa Ibn Ziaten est tétouanaise. Née au Maroc où elle revient très régulièrement, enfant, elle a suivi sa famille en Espagne avant de s'installer définitivement en France, où elle a donné 5 enfants à la nation. Son fils Imad, militaire, a été la première victime des actions terroristes de Mohamed Merah. 40 jours après les funérailles, Latifa Ibn Ziaten, en mère courage, a créé l'association Imad pour la jeunesse et la paix, arpentant au nom d'un islam de tolérance et de compréhension, un islam des Lumières, les banlieues, les écoles, les prisons, les associations, les camps de migrants, afin de témoigner en tant que musulmane et en tant que mère meurtrie dans sa chair de ses convictions citoyennes et républicaines. Latifa Ibn Ziaten est désormais reçue à l'Élysée comme une actrice notoire des droits. Elle bénéficie de la protection du roi Mohamed VI et elle a l'oreille du pape François. Mais elle garde la tête froide et continue son travail de terrain, de base, en apportant sa parole et son soutien à ceux qu'elle considère comme des victimes plus que comme des criminels. Latifa Ibn Ziaten est une grande dame d'un courage hors du commun qui inaugurera au printemps prochain à FNIDEC un centre de formation et d'insertion pour les jeunes Marocains de la région en situation de difficulté. Latifa Ibn Ziaten, bonjour. C'est un immense honneur qui nous est fait de pouvoir vous rencontrer. Vous avez, à notre sens, un rôle extrêmement important à jouer aujourd'hui dans la société occidentale et particulièrement française. Alors, chose qui n'est pas si évident, mais vous êtes tétouanaise et on a la chance de pouvoir vous rencontrer à Tétouan. Vous faites donc partie des personnalités ciblées par le podcast puisque nous parlons des opérateurs, des acteurs culturels et sociaux du nord du Maroc. Vous pouvez nous expliquer exactement ce qu'est l'association IMAD pour la jeunesse et pour la paix? Alors l'association IMAD pour la jeunesse et la paix, je l'ai créée le 22 avril 2012, après l'assassinat de mon fils Imad, qui était tué par le terrorisme Mohamed Merah. Et l'association, il s'agit de faire des conférences dans l'établissement scolaire, dans les maisons de mineurs, les foyers fermés, les foyers ouverts, les prisons. On fait des conférences tout public et on fait des projets éducatifs et projets de chantier pour sortir les jeunes de France, de faire partager aussi avec nos jeunes marocains ici, des étudiants, et qui ont fait un échange pour connaître une autre civilisation, pour s'ouvrir au monde, pour trouver aussi au Maroc, on a encore cette chance, on a encore cette solidarité, l'amour familial, on a encore ce partage à table en famille qui se met tous les jours parce que nous on n'a pas de cantine dans l'établissement scolaire, les enfants ils mangent à la maison et c'est toute cette vie de jeunesse que je voulais montrer à nos jeunes français qui viennent au Maroc. Quand vous parlez de conférences, quel est leur contenu en général? Alors la conférence, ça se prépare sur le vivre ensemble, sur l'éducation, sur les valeurs et les règles de la République, sur la laïcité, sur l'espoir, sur l'amour. Voilà, c'est des choses que malheureusement certains jeunes qui n'ont pas de chance, soit de trouver de certaines familles qui n'ont pas autant de temps à leurs propres enfants. Et aussi l'enfant, des fois, il n'a pas beaucoup de rêves, il n'a pas beaucoup il se sent, on dirait qu'il ferme les portes lui-même. Et c'est pour ça, avec les conférences, on essaye de donner sa chance, de libérer les paroles, et c'est comme ça que ça fait l'échange avec les jeunes et l'association.
Quels ont été certains effets que vous avez pu percevoir de vos interventions? Il y avait un grand changement parce que au début, quand j'ai commencé dans les conférences, c'était plutôt beaucoup, par exemple, quand on entend Mera c'est un martyr, c'est un héros de l'islam, il a mis la France à genoux. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, que je ne croyais pas ces jeunes, certains jeunes qui croient un martyr pour un assassin. Aujourd'hui, de nos jours, je n'entends plus cette phrase. Je n'entends pas et j'ai dit voilà, j'ai gagné quand même un grand pas pour cette jeunesse, pour s'ouvrir, pour trouver vraiment l'échange, de pas tomber dans ces pièges de terrorisme. Comment des jeunes scolarisés, même si c'est dans des conditions difficiles, mais quand même scolarisés, socialisés, peuvent-ils parvenir à penser que Mohamed Merah est un martyr et un héros? Vous savez, quand on habite dans un quartier fermé, d'un ghetto entre eux, ça tombe vite fait à cet amalgame, la haine. On n'a pas quelqu'un qui peut montrer le bon sens. Il y a un vide qui est resté dans cette cité, dans certains, malheureusement, plein de cités, plein de ghettos en France, et que ça fait vraiment triste. Et c'est ça qui fait malheureusement ces jeunes, ils sont enfermés et ils voient qu'il y a du noir. Et c'est pour ça que ce soit dans les rues, que ce soit dans leur quartier entre eux, il n'y a pas quelque chose qui est positif, il n'y a que du négatif. S'il y avait une mixité, s'il y avait une ouverture, je ne pense pas ces jeunes ils penseront que Mohamed Merah est un martyr. Je pense pas. Mais alors, est-ce que c'est votre rôle que de venir essayer de sortir de cette ghettoisation? Ce que vous faites est fondamental et extrêmement important, mais c'est un peu la solution de quand plus rien d'autre n'est fait. C'est un peu le rôle des politiques que de venir ouvrir les esprits de ces jeunes et de venir les sortir du ghetto et de faire que les ghettos n'existent plus. Oui, normalement, c'est le rôle de l'État. C'est pour ça que je dis l'État, il a laissé vraiment un vide. Et ce vide, il s'est rempli par la haine, par le trafic, par la violence, par le terrorisme. Malheureusement, c'est pour ça que je dis à chaque fois, à chaque conférence que je fais, je dis il faut ouvrir cet esprit, il faut ouvrir ce ghetto, il faut donner la chance à cette jeunesse. Parce que si on ne donne pas la chance à cette jeunesse, comment on peut réussir à s'intégrer, comme ils disent, il faut s'intégrer, il faut de la mixité, de l'ouverture, de l'aide de l'État, bien sûr. Alors moi, le peu que je fais, c'est vraiment très peu, parce que c'est comme ça, voilà. Ce que vous faites, c'est énorme et aussi c'est très médiatisé. Comment êtes-vous parvenu à avoir une telle écoute internationale? Puisque maintenant, désormais, vous êtes reçu par le pape, par Sa Majesté le Roi ici, tous les chefs d'État. Comment êtes-vous parvenu à devenir cet exemple? Alors, je vous assure, vous voyez, cette femme qui est à côté de vous, je suis vraiment une femme modeste. Vous savez, peut-être c'est mes paroles, c'est mes manières de travailler que je suis acceptée et que les portes s'ouvrent, que ce soit par Sa Majesté, que ce soit par les présidents de la République ou par des ministres. Vous voyez, c'est quelque chose que, pour moi, c'est des hommes et des femmes comme nous. C'est des hommes et des femmes qui travaillent, qui font l'effort. Et pour moi, c'est un honneur de rencontrer tous ces hommes et tous ces grands hommes et toutes ces grandes femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. Ça me donne beaucoup de force, surtout par Sa Majesté. Je n'oublierai jamais. C'est grâce à lui que je suis debout aujourd'hui. Il m'a donné tellement cette force pour moi et pour ma famille, tellement cette énergie et l'espoir de vivre et de continuer à vivre. Parce que sinon, je ne serais pas là, que je serais ici aujourd'hui. Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, vous a beaucoup plus apporté que les autres. Oui, c'est le premier qui m'a tendé la main, quand je suis venue, c'est lui qui s'est occupé de tout l'enterrement quand il était assassiné à Imad. J'ai été reçue par Sa Majesté et il m'a fait l'anniversaire de 5 ans. Et chaque année, j'ai fait l'hommage à Imad ici à Mdik. Toujours, je suis aidée par Sa Majesté. Voilà, c'est quelque chose que l'hommage était rendu digne et respectueux. Et c'est quelque chose qui me marque parce que c'est mon fils.
C'est ma chair qui est partie. Et j'ai trouvé un grand homme qui a pensé à cette mère en souffrance. Comment une maman peut-elle décider d'un seul coup d'essayer de changer le monde après avoir perdu son fils? Comment avez-vous trouvé cette énergie? Alors déjà, c'est des naissances. Vous savez, j'ai été éduquée par une mère qui était très très courageuse. Une mère qui était formidable. Il a quitté ce monde-là, j'avais à peine 10 ans. Et j'ai vécu un petit peu en Espagne avec ma mère et mes frères. Et puis après, quand j'ai perdu ma mère à Noël, et après, j'ai été élevée par ma grand-mère, une deuxième femme, et une femme qui m'a tout donné. Le respect, les valeurs, le partage, de se trouver sa place. C'était vraiment quelque chose de très très fort. Et une troisième femme qui m'a beaucoup aidée aussi pour apprendre la langue arabe. Mon père m'avait interdit d'y aller à l'école, mais cette tante, il m'a voulu donner cette chance d'aller à la mosquée. C'est une école coranique qu'on apprend au moins la base de l'islam et de savoir lire et écrire un petit peu l'arabe grâce à cette tante. Alors dans ma vie, il y a 3 femmes qui m'ont éduquée, qui m'ont donné la chance de voler avec mes propres ailes. Et tous ces hommes que j'ai côtoyés dans ma vie. Et quand je suis partie en France, j'ai trouvé des hommes et des femmes formidables qui m'ont aidé aussi à m'intégrer, à apprendre la langue française, aller à l'école, prendre les valeurs, d'aller vers l'autre sans avoir peur, sans crainte. Et c'est quelque chose que tout ça, grâce à tout ça, que ça donnait cette femme. Et quand j'ai travaillé aussi dans l'école, j'étais femme de service, j'étais cuisinière, employée municipale, j'ai travaillé 25 ans et j'étais toujours auprès des jeunes, toujours grâce à ces échanges. C'est pour ça que je suis tout le temps entourée des jeunes. Vous voyez, c'est un jeune qui m'inquiète pas. Ça me dérange pas du tout à mon âge parce que j'ai une ouverture d'esprit et j'aime ce que je fais. Mais quand j'ai perdu mon fils, il y a quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur de moi, plus fort que j'étais. Et c'est ça qui m'a donné cette force de se mettre sur le terrain tout de suite, après 40 jours. Voilà, ces jeunes que j'ai croisés à Toulouse, quand je suis allée chercher l'assassinat, où il était assassiné mon fils, parce que mon fils c'était plus qu'un fils, c'était un fils, un confident, un ami. J'ai élevé mes enfants comme des frères, comme des amis. J'ai pas élevé mes enfants qu'une maman, tout simplement. Il fallait que je partage tout avec eux. Et j'étais trop attachée, et ils étaient trop attachés à moi. Et Ahmed, quand il est parti, j'ai dit, sûrement, il m'a laissé quelque chose où il était assassiné. Impossible qu'Ahmed, il est parti comme ça. Et c'est comme ça que je me suis trouvée dans cette gymnase. Et hélas, j'ai rien trouvé à part les traces de sang de mon fils. C'était très dur, très, très dur à vivre. Et après, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Ahmed, ta vie s'arrêtait là, mais pas le mien, mon fils. Je vais faire tout mon possible de trouver cet assassin pour que t'as tué. Et c'est comme ça que je me suis trouvée dans ces quartiers du Zizar et j'ai tombé sur un groupe de jeunes livrés à eux-mêmes et c'est là qu'ils m'ont dit, Madame, Mohamed Marrah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et c'est là, j'ai dit, mon Dieu, et ils m'en ont tué la 2e fois. Et c'est comme ça que j'ai échangé avec eux. Et il m'a dit, Madame, je pense pas que vous regardez la télé, vous lisez pas les journaux. Je vous dis, Mohamed Marrah, c'est un martyr, c'est un héros de l'islam. Et je lui dis, moi, je suis la mère de Ahmed, le premier soldat qui était assassiné par Mera. Comment vous pouvez dire que c'est un héros et c'est un martyr? Mohamed Marrah, c'est un assassin. Ils m'ont cerclé et je croyais l'heure est arrivée. Et j'ai dit, vous savez, je n'ai pas peur de mourir. Vous me laissez juste prier, je suis prête à mourir. Et ces jeunes, il m'a dit, mais on va pas vous tuer, madame. Vous nous excusez, on savait pas que vous êtes la mère de ce soldat. Mais regardez où on habite, madame. Regardez ce quartier fermé. La République, il nous a abandonnés. Nos parents, ils veulent pas de nous. La société, la peur de nous. Alors, vous savez,
quand les rails deviennent orageux, ils sortent dans la société et font des ravages. Voilà ce qu'on est aujourd'hui. Et moi, ça m'a énervé. J'ai dit, la République, mais vous êtes républicains. Vous faites partie de la République. Vous êtes les enfants de la République. Comment vous pouvez dire que la République vous a oublié et vous n'avez pas de chance et que vos parents ils ont abandonné? Si vos parents ils ont abandonné, c'est parce que vous êtes insupportable. Vous ne respectez rien. Si la République qui vous avait oublié, la République il n'oublie personne. Mais qu'est-ce que tu as donné à la République, toi? Est-ce que tu as donné quelque chose pour que tu aies de retour? Et il me regarde, il me dit, vous avez rien compris. J'ai dit, je comprends. Je suis comme toi. Moi aussi, je suis née d'ailleurs. Et j'ai mes enfants qui sont nés ici. Et j'ai tout fait l'effort que mes enfants réussissent. Il fallait quelqu'un comme toi pour prendre la vie de mon fils. Alors, vous voyez, la différence entre vous et moi, il y a une grande différence. Parce que il vous manque l'éducation, il vous manque le respect, il vous manque plein de choses. Et ce jeune, il me tient la main et me dit, vous pouvez rien faire pour nous, madame. Nous, on est déjà morts. Mais, faites quelque chose pour nos frères. S'il vous plaît, madame. Et je le regarde, mais je dis, mais pourquoi vous dites que vous êtes mort? Il me dit, je vous le dis, c'est fini pour nous, vous pouvez rien faire. Mais parlez à nos frères. Et c'est comme ça que je suis partie de Toulouse. Et à peine quelques jours, j'étais sur le terrain et j'ai commencé à faire des conférences à Toulouse. Voilà, c'est comme ça l'histoire. Pourquoi j'ai fondé cette association? Parce que l'association a été créée pour rendre hommage à Ahmed tous les mois de mars. Et il fallait que j'aille à Toulouse. Il fallait que j'aille dans le quartier de Ziza. Il fallait que j'entende ces jeunes. Et c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui est déclenché en moi. Je lui ai dit, vous êtes l'origine de ma souffrance. Et moi, je vous tends la main. Voilà. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec toi. Ces jeunes qui vous disent que vous ne les avez pas compris, ils vous encerclent et vous avez le sentiment qu'ils vous veulent du mal. Et en fait, il y a énormément de respect dans leur réaction. Et ils vous disent, madame, vous êtes une maman, pardon de ce que l'on a dit. Donc finalement, Mohamed Merah est un héros, c'est une posture. Ils le pensent pas vraiment.
Ce qu'ils pensent, c'est qu'ils voient qu'une maman est dans la détresse, et là, ils redeviennent ce qu'ils sont réellement. Ils sont ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des enfants, des jeunes. Tout à fait. C'est pour ça que je dis, moi, si on arrive à discuter avec ces jeunes, si on arrive à tondre la main à cette jeunesse, je pense que les jeunes et comprendront et sont comme toutes jeunes. Chaque jeune, moi, je trouve, c'est un enfant comme l'autre. Ça dépend comment on donne de l'amour, hein, quelle éducation qu'ils ont reçue, quel cadre qu'ils vivent, quels parents qu'ils ont, quel modèle qu'ils ont chez eux. C'est tout ça, c'est un travail. Parce qu'un enfant, ce qui cherche l'enfant, d'être heureux, de réussir et d'être un bon citoyen. C'est ce qu'il souhaite l'enfant. Mais l'enfant, pour souhaiter ça, il faut des modèles derrière lui. Il faut quelqu'un qui l'accompagne. Mais s'il y a personne pour l'accompagner, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut qu'il y ait des perspectives et qu'ils aient le sentiment de pouvoir se construire une vie. Là, je crois que c'est aussi une situation d'impasse, de désespoir. Ah ben là, franchement, là, aujourd'hui, c'est une fracture très, 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 très grave en Europe, surtout en France. Il faut pas cacher la face. Il y a une grande difficulté. Nos jeunes, ils ont des mal à arriver, ils ont des mal à réussir. C'est très compliqué. Vous savez, moi, je me rappelle à l'époque, quand je suis rentrée en France, j'entendais beaucoup les jeunes qui disaient « Oh là là, j'ai des mal à réussir parce que j'ai fait des études, mais ils veulent pas de nous. Parce qu'ils ont peur qu'on prenne leur place. Et puis faire qu'on travaille du travail minable, comme nos parents. » Et je crois que c'était une blague. Je crois que c'était quelque chose de... Mais à force d'approcher un peu plus, d'aller plus avec les jeunes, c'est vrai. Il y a des jeunes qui ont réussi dans les études, mais on les prend pas. Alors c'est un échec. Un échec horrible, et que cet échec, c'est pour ça que j'ai cette fracture, il faut que ce soit réparé. Il faut que ce soit concilié, parce que on a besoin de toute jeune, que ce soit sa couleur, que ce soit ses origines. Le principe, un jeune, un bon citoyen qui a réussi dans sa vie, on donne leur chance. Il faut donner sa chance, c'est tout. Jusqu'au moment de cet outrage, on peut pas dire autre chose, où ces jeunes vous disent que Mera est un martyr, vous n'aviez pas conscience de tout ça, de cette situation-là? Non, pas du tout. Malheureusement, vous savez, moi, j'avais un travail, mon mari travaille, on avait une vie normale. Nos enfants, ils ont pas réussi à 100%, mais en tout cas, sont des bons citoyens. J'en ai un qui est prof, ma fille travaille, elle est cadre au musée des Beaux-Arts, mon fils dans la police, le 4e garçon, il faisait des études pour la formation, tout ce qui est communication, et mon fils il a voulu servir à la République. Vous voyez, c'est mes enfants, ils étaient engagés, on était tous engagés, on n'avait pas ce problème, ces difficultés, du tout. Mais est-ce que justement cette part qui revendique une totale marginalité, est-ce que c'est pas une extrême minorité, et que le modèle que vous venez d'évoquer, c'est pas la grande majorité des personnes d'origine étrangère ou des immigrés en France? Vous savez, il y a de la réussite, qu'on parle pas d'eux, il y a beaucoup de réussite. Il y a beaucoup de jeunes et des familles qui ont réussi, mais on parle pas d'eux. On parle de cette petite minorité qui fait des bruits, si on peut dire. Il fait des bruits, il fait du mal. Mais pourquoi ils font des bruits et du mal, il faut savoir. Il faut chercher pourquoi. On peut pas condamner un jeune sans savoir ce qu'il a fait. On peut pas condamner des parents pourquoi ils ont pas fait leur devoir. C'est un devoir des parents. Ils sont là pour éduquer, pour apprendre de l'enfant, respecter les valeurs, les lois, d'être un bon citoyen. Même si mon fils il fait pas des études de top parce que j'ai pas les moyens ou il a pas la capacité, et peut être un bon ouvrier dans l'artisanat. Vous savez, aujourd'hui on peut demander dans la plomberie, dans l'électricité, dans plein de maçonnerie, de plein de choses qu'on a besoin, des plaquistes, les gens qui montent de la clim et tout ce qui suit. On a besoin de tout ce monde-là. Mais voilà, il faut d'abord donner une bonne éducation pour l'enfant. Mais c'est une petite minorité, malheureusement, aujourd'hui. Une petite minorité qui a toute la visibilité, notamment liée aux médias. C'est par le plus pur des hasards, hélas, que nous nous rencontrons au moment où il y a ces lois sur l'immigration qui ont été
qui sont passées en force en France parce que le Parlement les avait refusées. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles dispositions législatives? Moi, je suis vraiment touchée parce que, vous savez, un migrant qui quitte son pays, il y a une raison. Soit par la pauvreté, soit par la guerre, par la misère ou par l'ignorance. Des fois, vous savez, on voudrait quitter le pays pour trouver autre chose de mieux. Moi, des fois, quand je rencontre mes amis et que je suis dans les familles, tout le monde me dit, on peut faire partir d'ici. Mais j'ai dit, mais franchement, vous ne pouvez pas savoir comment on vit en France et en Europe. Vous êtes bien chez vous. Je puis faire gagner le peu et d'être heureuse que aujourd'hui, malheureusement, en France, même que vous serez peut-être 3e, 4e génération, vous serez toujours un étranger. C'est ça qui est dommage. C'est pas sûr. Il y a quand même, personnellement, je rencontre beaucoup de jeunes d'origine maghrébine qui maintenant se sentent français. Consternés par les réactions des institutions de la République, des politiques, des médias, mais qui se sentent quand même très français. Oui, la personne est sans français. Moi, je me sens française. Parce que, vous savez, quand vous passez 47 ans ou 46 ans dans un pays, vous faites partie. C'est d'office, moi, j'aime la France et je me sens française. Mais les Français me voient pas française. Je suis toujours étrangère. Vous voyez, l'image, elle est là. On peut pas. Alors encore, moi, j'accepterai parce que je suis pas née en France. Quelqu'un qui me dit, Latifa, tu es immigrée, j'accepte, c'est pas un problème. Mais mon petit-fils ou mon fils, c'est un peu compliqué pour lui. C'est ça que je comprends pas. Quand on peut me dire, Latifa, tu es pas française, comme on entend aujourd'hui, française de papier, ça me fait mal. Parce que moi, j'ai fait pas les papiers pour être française. C'est parce que j'ai accepté d'être française. C'est pour ça que j'ai changé mon document. J'ai fait mon passeport, comme tout le monde. Et tous mes papiers qui concernent la personne. Mais si on fait ces documents, c'est pas le plaisir. Pas pour toucher un salaire de plus. Ça ne change rien. C'est parce qu'on aime ce pays, on s'intègre à 100%. C'est comme, je sais pas comment je peux vous expliquer, parce qu'aujourd'hui, moi, j'entends des jeunes qui vous disent, est-ce qu'il faut quitter la France, madame, aujourd'hui? Ça me touche. Ça me fait mal parce qu'elle est née en France. Elle a toutes ses racines en France. Même s'il quitte sa France pour aller ailleurs, dans le pays de s'origine de ses parents, est-ce qu'il va trouver le bon chemin? Est-ce qu'il va être bien? Et quel dommage. Aujourd'hui, je vois des génies qui viennent à l'étranger et qui sont français et qui travaillent ailleurs. Pourquoi on le garde pas en France? C'est ce qui est triste. C'est parce que s'ils ont trouvé des bonnes places, s'ils étaient acceptés comme ils sont, je pense qu'ils viendront pas ailleurs. Ils travailleront où ils sont nés. Parce que quand on est dans un pays, on l'aime. Ça nous appartient. Comme je suis née au Maroc, j'adore le Maroc, je peux pas oublier mon pays où je suis née. C'est ma racine. C'est pour ça, mes enfants, si je dis à mon fils, on va aller vivre ailleurs, il va me dire, maman, mon pays, c'est ici, c'est la France. Chacun, il regarde où il est né. C'est important. Vous avez un engagement républicain exemplaire et exceptionnel. Et quand vous vous rendez au Parlement français, on vous siffle parce que vous avez un foulard, vous portez un foulard. Vous portez pas une abaya, vous portez pas un tchador. Comment peut-on se remettre d'une telle bêtise? Ça blesse quelque part. Des fois, je dis quel dommage. Quel dommage, on vous voit comme ça et on vous juge sans vous connaître parce que je porte un foulard. Je pense que si on peut juger les gens sur l'habillement, où est-ce qu'on va? Parce que il y a des gens qui s'habillent en mini-jupe, il y en a qui s'habillent des robes longues, il y en a qui mettent des foulards, il y en a qui mettent le kippa, il y en a qui mettent... Voilà, on est libre. Et c'est ça qu'en France, je pense, on parle l'égalité, fraternité et liberté, on doit la garder quand même. Tant qu'on respecte les lieux laïques, où il y a la valeur et la règle de la laïcité, il faut le respecter. Moi, je pourrais pas y aller étudier dans une école laïque, qui je sais que je n'ai pas le droit de porter un foulard ou un kippa ou un croix, je mettrai pas parce que c'est le respect.
Mais à l'extérieur, je dois vivre normalement. Quand j'étais agressée par 2 messieurs, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée. J'ai dit, quel dommage. Et j'ai dit, monsieur, je suis autant française que vous, et peut-être plus française que vous. Parce que j'ai 2 et 3 enfants qui sont engagés pour la République. Ça, c'est peut-être aussi violent que quand des gamins vous disent Mohamed Merah, c'est un martyr. C'est peut-être d'une violence identique. C'est exactement la phase contraire, mais c'est aussi violent, non? Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, quand quelqu'un il vous dit Mohamed Merah, c'est un héros, c'est un martyr, c'est comme ils me l'ont tué la 2e fois. Quand quelqu'un il vous dit retirez votre chiffon, madame, de votre tête, vous êtes une mère mais pas une femme, ça veut dire quoi? Alors c'est une cette humiliation, toucher à la dignité de la personne. Je suis une femme, je suis une mère, voilà, mais non, ils me voyaient pas une femme, juste une mère. Voilà, une maman qui a fait des enfants au monde, qui porte un chiffon sur la tête. On voit que tous les grands médias en France mènent des débats à n'en pas finir sur tous ces problèmes. Et ce que vous dites est tellement simple, est tellement évident. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se résoudre à cette simplicité et à cette évidence? D'après vous, pourquoi est-ce aussi compliqué en France? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir de ce faux problème? Le faux problème, c'est si l'État il arrive à un petit peu. Vous voyez aujourd'hui tout cette quand je regarde la formation, toute cette crise politique, tout cette sur l'immigration, on dirait que l'immigration qui a ramené la crise en France, qui a ramené la violence en France, qui a ramené le terrorisme en France, c'est faux. C'est faux. Parce que moi j'ai été dans les camps des migrants, j'ai vu les migrants comme ils vivent, j'ai vu ce qu'ils veulent. J'ai vu ce qu'ils demandent. C'est sûr, il faut assurer les migrants quand ils arrivent, il faut donner leur chance. Je comprends. Si on peut pas donner leur chance, il faut pas les laisser rentrer. S'ils sont dans le territoire, il faut s'occuper d'eux. Si on arrive à ouvrir un petit peu nos yeux, d'ouvrir cette cité, de mixiter l'établissement scolaire, donner la chance à cette jeunesse, donner la chance à cette mère qui vit seule avec ses enfants, de l'aider à accompagner sa éducation. Je pense qu'on ne sera pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tellement laissé les gens entre eux jusqu'à ce que ça grave en France. Et là, on dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour fermer les yeux de Français, on va s'équiper des migrants. S'occuper de ce qu'ils ont déjà dans les quartiers. S'occuper de tous ces gens qui sont dans les prisons qui vont sortir. S'occuper des gens, tous qui sont dans les foyers placés qui vont sortir aussi. Bien, tu vas voir la plupart 18 ans. Qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces jeunes? Tout ça, c'est un gros problème en France. Mais on va toucher quelque chose que les Français ont peur et on médiatise beaucoup de choses. Mais la réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que moi, ça m'a fait rire, vous m'excusez, quand j'ai entendu on va pas donner l'allocation familiale et on va pas donner l'allocation logement, il faut que ce soit 5 ans, il faut qu'il travaille, etc. Mais vous croyez qu'un immigrant qui quitte le pays, qui va penser à l'allocation familiale ou il cherche pas ça. Lui, il cherche de quitter le pays où il est et trouver le bonheur et croit qu'il va trouver l'Eldorado et va avoir de la chance ailleurs. Mais c'est complètement faux. Mais celui qui quitte son pays, il va pas penser qu'il a pas l'allocation familiale ou moi ça me viendra pas l'idée si je vais quitter un pays pour aller à un autre. Je pense pas à ça. Je pense pas à la loi qui existe en France ou en Europe ou n'importe où. Je pense que c'est juste de sauver ma peau et de quitter ce pays où j'aime pas, où je me sens pas bien. Voilà, soit la guerre, soit la misère, soit l'ignorance. Voilà, c'est ça. Je sais pas comment ils réfléchissent certaines personnes pour sortir cette loi comme ça. Moi, j'ai rigolé à un moment donné. J'ai dit il faut aller avec les migrants, il faut discuter avec eux pour savoir ce qu'ils veulent. Et ça, vous le faites, vous, d'y aller? Je suis allée, j'ai vu tous ces pauvres hommes et femmes qui vivent dans le froid, avec leurs tentes. Je vous assure, ça, c'est des frissons. Pour ça, quand je vois les gens ici ils disent, je vais quitter, par exemple, le Maroc, je dis, où tu vas quitter le Maroc? Où tu vas trouver mieux que le Maroc, franchement? Si tu quittes le Maroc, c'est-à-dire pour aller étudier ou pour aller travailler avec un contrat, mais d'aller comme ça à la vagabonde, tu vas être perdu.
tu vas être vraiment dans la souffrance. Tu peux te trouver dans la prison, tu peux te trouver n'importe où. Regardez, là, il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui. Son fils, il a quitté le Maroc et je sais pas ce qu'il a eu. Là, il est mort. Ils vont le ramener la semaine prochaine. Vous voyez, c'est tout un tristesse de quitter son propre pays pour trouver ailleurs. Mais qu'est-ce que vous trouvez plus que ça? Il suffit je pense, de satisfaire ce qu'on gagne, d'être dans la réalité que de vivre dans le rêve. Parce que toute cette jeunesse, quand on voit leur téléphone dans leurs mains, ils voient tellement de choses. Ils disent, mais il y a ça, oui, il y a ça, pourquoi pas moi? Et tout ça, c'est des rêves, mais c'est des rêves qu'on peut pas les réaliser tout de suite. Peut-être on peut le réaliser sur place où on vit, on peut le faire. Il suffit juste un peu de patience et de travailler. جابوا سيرته في وسط موضوع قلت اسمع قلت يمكن احن تاني ويمكن ارجع والكلام جاب بعضه فجأة بدأت اركز قالوا عايش عادي قالوا كلامي نرفز سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها حاولت اتوه في الكلام على قد ما اقدر مش عايزة اسمع حاجة عنه وعنها كان نفسي اقرب من كلامه خفت امشي لا ياخدوا بالهم ولو مشيت هيبان عليا واخاف لضعف يبان في عيني يا ارض انشقي وابلعيني قبل ما يبان اللي فيها كان نفسي اهرب من كلامهم خفت امشي لا ياخدوا بالهم ولو مشيت هيبان عليا واخاف لضعف يبان في عيني يا ارض انشقي وابلعيني قبل ما يبان اللي فيا جابوا سيرته في وسط موضوع قلت اسمع Puisque vous parlez du Maroc, quelles actions mène votre association au Maroc et entre la France et le Maroc? Alors au Maroc, j'ai train de travailler sur un centre à Fnidak qui va s'ouvrir peut-être le mois de mars, j'espère. On a vraiment pris un bel centre en plein rue sur la route visible. Il est magnifique. Le centre, on l'a rendu un vrai bijou et il est très beau. Maintenant, il manque juste le meublement et on va l'ouvrir peut-être à le moment de l'hommage à Ahmed le mois de mars. Pour travailler avec des jeunes qui ont un chèque scolaire, des jeunes qui veulent passer des formations, des jeunes qui n'ont pas d'espoir. On va travailler aussi avec des parents sur l'éducation. On va ici peut-être d'ouvrir une salle spécialement coiffeur pour passer des formations sur la coiffeur. On va ouvrir une sorte de couture. Voilà, on va essayer de donner le choix à cette jeunesse marocaine ici, de pas quitter le Maroc. Peut-être je vais pas sauver le monde, mais quelques-uns, pourquoi pas. Il suffit d'un, c'est déjà beaucoup. Là, vous êtes accompagné d'un jeune qui s'appelle Ryan, qui vient de Casablanca. Il y a eu des échanges entre écoles, je crois aussi. Oui, tout à fait, parce que quand on a ramené des jeunes de France, on a voulu faire un échange avec son établissement scolaire. Et on a travaillé avec plusieurs élèves. Et cet élève, c'est resté quelque chose entre lui et moi.
un attachement et il vient me voir et on travaille ensemble. Parce qu'il aime beaucoup tout ce qui est communication et s'intéresse à la communication. Et je sais comment je peux l'aider à l'avenir. Voilà. Et normalement, bientôt, on travaillera sur un projet que ce sera leur tour aussi de venir en France avec tout son groupe, tout le groupe qui était là, qu'on a travaillé avec eux. J'espère que j'arriverai à faire ce projet pour peut-être le mois d'avril, qui fait encore beau en France, parce que là, si je les ramène là en France, là, ils vont voir froid, ils vont se dire qu'est-ce qu'on fait là, ils vont pas profiter. J'ai pu faire le mois d'avril pour que ils profitent vraiment de belles échanges avec les étudiants. On essaierait de leur ramener pourquoi en Élysée, pourquoi de rencontrer des ministres, l'éducation nationale, de voir un petit peu les musées, de voir plein de choses une richesse parce que eux ils voient ça dans les livres et là ils vont les voir en vrai, ils vont les vivre. Ah oui, alors avec vous, quand on va rencontrer des Français, on rencontre des ministres directement. Ben oui, pourquoi pas. J'ai fait ça avec plusieurs projets. On a fait le projet en Israël, en Palestine. Les jeunes, j'avais demandé au président, j'ai dit, je voudrais que vous recevez ces jeunes en Élysée. Est-ce que c'est possible à l'Élysée? Il m'a dit, mais il y a quel problème, Latifa? La porte, elle est ouverte. Et on les a reçus, on a visité, on a mangé, on a pris un verre avec le président de la République, on a changé avec lui, c'était très bien. On a rencontré le ministre de l'Éducation nationale, c'était la même chose, il nous a reçus, il nous a visité le ministère, comment il travaille, comment ça fonctionne en France. Et ça enrichit beaucoup les jeunes et les jeunes ils sont rentrés au Maroc très forts et ils ont dit merci Madame Ibn Ziaten, on envoyait toujours ça dans la télé ou dans les livres et là on a vu que quelque chose de vrai avec vous. Alors justement, Israël-Palestine, vous rentrez au cœur du problème en faisant ce voyage. On vous l'a peut-être reproché. Comment pouvez-vous justifier d'être allé visiter Israël, qui est en partie une des causes de l'attisement de l'islamophobie en France et en Occident? Pour moi, c'était important d'aller en Israël. D'abord, je suis allée en tant que visiteuse. J'ai visité Israël plusieurs fois. Il fallait connaître un petit peu le peuple palestinien, le peuple israélien, de faire des shabbats avec les Israéliens, de faire aussi des repas avec les Palestiniens. C'était une richesse et j'ai dit quel dommage, pourquoi pas de faire un projet, parce que nos jeunes en France, toujours, ils disent, Madame Ibn Ziaten, pourquoi on fait une minute de silence pour rendre hommage à tout le monde qui tombe et pas pour les Palestiniens? C'était plusieurs fois, j'ai dit, mais on fait un projet de connaître un petit peu les Israéliens, de connaître le problème palestinien. C'est très important pour nos jeunes. Et je vous assure, quand on a fait ce projet, quand on est arrivé à Tel Aviv, je n'oublierai jamais, il y avait un jeune, il m'a dit, où sont les Juifs, madame? Mais ils sont là. Tu le vois avec quoi? Ils sont comme toi et moi. Et il me dit, mais j'ai jamais croisé un. Mais je dis, mais t'habites à Sarcelles quand même. Ils sont juste à côté de toi. Il m'a dit, je te jure, madame, j'ai jamais croisé, j'ai jamais cu israélien ou juif ou français. Moi, je trace ma route et je pose jamais de questions. Et quand on a fait le Shabbat et quand on a fait tous ces échanges, que ce soit côté palestinien, côté israélien, c'est un projet que, franchement, on a réussi à, je dirais, 90%. Parce que ces jeunes, on a quand même créé 6 ambassadeurs de paix qui peuvent eux-mêmes aller témoigner de ce qu'ils ont vu, d'échanger. Je dirais, le peuple, il est pour rien. C'est question des hommes qui gèrent le monde. Que ce soit des ministres ou que ce soit des présidents, c'est eux qui doivent s'asseoir à table et qui doivent régler ce problème une fois pour toutes et de ramener la paix pour les deux peuples. Parce que le peuple israélien, il est pour rien et le peuple palestinien, il est pour rien. Mais ceux qui gèrent ce monde-là, c'est ces hommes et ces femmes, je pense, qui réfléchiront. C'est dommage, quand je vois ces guerres qu'il y a aujourd'hui, ça me fait mal au cœur ce qui s'est passé le 7 octobre. Je ne tolère pas. Je ne suis pas d'accord pour tout ce qui s'est passé, parce que le terrorisme, je sais ce qu'il a fait pour ma propre chair, à moi personnellement. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est très grave.
C'est très grave, il faut dire la réalité. Moi, j'ai pas peur de le dire. En train de baigner dans le sang palestinien. C'est des enfants, des femmes, des hommes. C'est triste. Mais s'il y avait des femmes dans cet gouvernement, peut-être on n'arrivera pas là. Parce que la femme, elle est toujours pour la paix. Oh, mais Tzipi Livni, elle était aussi violente que Sharon ou que Netanyahou. Elle était très dure, hein. Oui, mais une seule femme. Mais il y a des femmes. Il y a des femmes aujourd'hui. Vraiment, la plupart des femmes, moi, j'entends pas la femme qui veut la guerre ou qui veut la violence. J'ai échangé avec beaucoup de femmes qui sont haut placées. J'ai toujours entendu des mots extraordinaires ou des mots pour la paix. Voilà, c'est moi quand je vois toute cette guerre et tout ce qui se réunissent, c'est que des hommes. Je vois pas de femmes. Et c'est ça qui est un peu choquant. Pourquoi il n'y a pas de femmes? Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes, et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective, on n'est pas venus en paix. Votre histoire est agressive, ici on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un gras, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Clair Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. Est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays dit des droits de l'homme. Difficile de se sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agités, on oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde, si elle veut s'y voir, elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même. Vous êtes une grande républicaine, une grande figure de la République même, et en même temps vous êtes marocaine. Qu'est-ce que le fait d'être marocaine a pu vous apporter à vous en tant que personnalité dans toute cette histoire incroyable, de ce destin incroyable? Alors d'être marocaine, c'est une chance.
d'abord, que je suis marocaine. Parce que j'ai toujours dit, quelle chance que j'ai. Je suis née au Maroc. Ma racine, elle est marocaine. J'ai grandi en Espagne. Et j'ai fini ma vie en France. Je me suis intégrée 3 fois dans ma vie. Et j'ai toujours trouvé ma place. Et d'être marocaine, vous savez, quand je viens au Maroc, pour me ressourcer. J'ai besoin. Quand on vient dans le pays d'origine, on se blinde plein d'amour, hein, plein de force. Et quand je rentre en France, je suis prête à traverser les montagnes. Et après, quand j'ai besoin, hop, je redescends pour me ressourcer de nouveau. Voilà, c'est un pays plein de sources, plein d'humanisme, plein d'amour. Il y a du haut, il y a du bas comme partout. Mais le Maroc, c'est quelque chose, moi j'ai vu 2 choses qui m'ont beaucoup marqué au Maroc, c'est quand il y avait le match de foot, le Coupe mondiale. Je voyais cet amour dans le terrain. C'est maman qui est descendue, ça m'a fait penser à ma grand-mère. L'amour où j'ai grandi moi. Quand j'ai vu, quand il y avait ces sinistres à Outsaloudans, Marrakech, tout ça, et je voyais ces solidarités marocaines qui sont aidés entre eux, je trouve que c'est très fort. Et toujours, je montre l'exemple pour nous, en tant que Français, en France. J'ai regardé la solidarité marocaine. Si nous, on était solidaires, quand il y avait les émeutes cet été, si on era tous sortis, on aura bloqué ces jeunes de se calmer, au lieu de filmer par la fenêtre, peut-être on n'aura pas autant de dégâts. Mais tellement qu'on a peur, tellement qu'on est devenu égoïste, tellement qu'on se regarde, qu'on s'intéresse pas à l'autre, mais on est plus curieux de filmer et de mettre ça sur le réseau. Et d'être tétouanaise, qu'est-ce que cela vous aurait apporté? Alors de Tétouanaise, alors je suis de Tétouan, ça m'a apporté beaucoup de choses, et ça m'apporte beaucoup de choses parce que la ville de Tétouan, c'est une ville culturelle, une ville d'histoire, une ville très riche, une ville très moderne. J'ai grandi avec ma tante, ma famille, tout était moderne, tout était ouvert. Question d'habillement, question de la cuisine, les gâteaux, l'histoire de cette ville, elle est très belle. Et je suis fière d'être tétouanette. Ce 35e épisode de Détroit était consacré à Latifa Ibn Ziaten, présidente fondatrice de l'association IMAD pour la jeunesse et la paix et grande activiste républicaine et civique. L'entretien a été réalisé en décembre 2023 au Sofitel Tamouda Bey à Mdik, sur la côte tétouanaise. Nous remercions Abdallah pour son accueil si chaleureux, tout droit réservé à Philippe Guiguet-Bologne. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi à Dargnawa de Tanger. Latifa Ibn Ziaten a choisi pour illustrer son entretien une chanson d'Edith Piaf, Non, je ne regrette rien, et une chanson d'Assala, Gabo Certo, quand votre podcast a sélectionné Kerry James, Lettre à la République, et Rahima Tétouania, accompagnée de l'orchestre féminin de Tétouan, avec Alala Oumali. Toutes ces musiques étant gentiment empruntées à leurs ayants droit.